Et j'appelle à mes côtés pour en parler Pierre Ledu, qui est chef de projet et directeur de l'agence Bretagne Pays de la Loire de Cénova, et Muriel Trichasson, qui est à la fois directrice générale adjointe du cabinet Hénon Camus et aussi présidente de la commission rénovation et RSE de l'UNIS. Je fais quelque chose avec ça? C'est pour toi. Ça, c'est toi, la technique. C'est moi la technique. On va se mettre sur la même table. Je commence. Bonjour à tous. Je crois que le micro, ça ira, non? Ah ouais, alors j'ai peut-être pas besoin d'un autre micro. Ouais, c'est ça. Un seul suffira. Alors, je me présente un peu plus en détail. Donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est la copropriété. Aujourd'hui, c'est plutôt l'habitation, d'ailleurs, oui, même si on fait un peu les deux. Et c'est réussir à mener un projet de rénovation dans des copropriétés un peu vieillissantes dans le contexte actuel. À main levée déjà, est-ce qu'on a des personnes ici qui vivent en copropriété? Donc copropriétaires, des membres de conseils syndicaux peut-être? Pas mal. Ok. Donc ouais, on précise bien, c'est important de le dire, on va traiter du sujet de la rénovation en copropriété. La copropriété, c'est un bâtiment qui est très particulier, dans le sens où, face à nous, pour les prises de décision, nous avons des personnes qui sont non sachantes. Et ainsi, mener à bien une rénovation en copropriété va nécessiter un niveau de pédagogie qui est très clairement différent de celui quand on va travailler sur un bâtiment avec un bailleur. Voilà. Effectivement, pour ceux qui vont aux assemblées générales de copropriété, ça ne vous aura pas échappé que les intérêts sont souvent extrêmement divergents entre les copropriétaires qui n'ont ni le même âge, ni les mêmes appétences, ni les mêmes comptes bancaires, et j'en passe. Il y a encore bien d'autres différences. Si vous ajoutez à ça des immeubles dont la connaissance est plus ou moins limitée, parce que vous avez des primo-accédants qui arrivent juste en copropriété et des gens qui sont dans l'immeuble et qui vous le disent bien, qui sont dans l'immeuble depuis qu'il est sorti de terre. Donc des intérêts qui sont radicalement divergents et la pédagogie a vraiment tout son sens. On est sur des projets souvent qui sont aussi beaucoup plus longs. La copropriété est cadencée par des obligations légales. On est dans le cadre de la loi de 65 en copropriété, qui nous oblige, pour pouvoir prendre des décisions, de passer en assemblée générale, souvent des événements qui sont annuels, et qui du coup, par rapport à un projet de rénovation énergétique avec un professionnel, vont s'étaler dans le temps, inévitablement. On est obligé de mettre en place des outils pédagogiques qui vont de l'audit énergétique jusqu'à la maîtrise d'œuvre, de conception. Et du coup, on parle de projets qui sont plutôt en année, avec un bâtiment, des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent, des personnes qui prennent le train en route. Et forcément, tout ce temps qui va s'écouler pendant cette phase de conception risque d'apporter inévitablement de la démobilisation aussi. Donc, le terrain de jeu et l'endroit dans lequel on est en train de travailler, finalement, c'est un endroit qui est extrêmement complexe. Et l'enjeu primordial, finalement, des personnes qui vont travailler sur ce projet-là, donc le syndic, évidemment, le maître d'œuvre, la commission de travaux qui va travailler également sur le projet, est avant tout de simplifier le dossier. Exactement. Alors, la simplification a ses limites aussi, puisque un copropriétaire, quand il sait qu'il va sortir sur un projet de rénovation 20 à 25 000 euros en moyenne, au moins sur le papier, lui, il veut énormément de détails. Et on parlait du temps. Le temps est un allié, puisque pendant ce temps-là, ils peuvent commencer à constituer leur bas de laine, mais c'est aussi un ennemi, puisque vous l'avez remarqué encore très récemment, l'incertitude sur les arrivées, les redéparts, les réarrivées des aides crée un climat de confiance qui s'étiole un peu et on voit même maintenant arriver un peu de défiance. Mais on va positiver, on y arrive quand même. On y arrive. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, beaucoup d'énergie pour un syndic. Et heureusement, les conseils syndicaux sont des appuis sérieux, un peu, moi j'appelle ça un peu les tiers de confiance avec les AMO et puis les aides que l'on peut avoir de Nantes Métropole, de Rennes, etc.
avec territoire, éco-travaux et ici, c'est Citémétrie. Sans ça, on aurait quand même beaucoup plus de mal à sortir des projets. On repose vraiment sur, et tout repose vraiment sur la constitution de cette équipe travaux, composée évidemment du syndic, qui est l'interlocuteur privilégié d'un projet de rénovation énergétique, de la commission de travaux, qui sont les personnes au sein du conseil syndical, et peut-être certains en font partie, de cette commission qui va représenter chaque copropriétaire, les intérêts des différents copropriétaires, et puis le maître d'œuvre AMO, parfois séparés, parfois conjoints, qui vont réussir à rendre cette technique et cette rénovation énergétique intelligible pour chaque personne qui va vouloir se saisir du dossier. C'est ça. Donc, à notre niveau, nous, le syndic, il doit être force de proposition, puisque réparer par petits bouts un immeuble, ça touche aussi à sa limite. Si vous arrivez chaque année à l'Assemblée générale avec des travaux proposés, au bout d'un moment, vous avez des clients qui décrochent et qui préfèrent globaliser et mutualiser des gros travaux tant qu'à y aller. Donc, à nous d'enclencher la dynamique, évidemment. Une fois que la dynamique est un peu née, il faut sécuriser la décision. Ça va vous faire sourire, mais pour faire voter un projet de rénovation, pour peu que vous ayez plusieurs bâtiments, vous arrivez tout de suite à 70 résolutions. Donc, les assemblées générales, il vaut mieux les commencer à 14h qu'à 20h, quand on a 70 résolutions, puisque vous pouvez être sûr qu'à 22h30, vous avez la moitié de la salle qui est vide. Donc, on a tout un tas de petites choses qu'on met en place, et puis surtout au contact des maîtres d'œuvre et des architectes. J'en ai vu qu'il y en avait plein dans la salle. On est aussi le représentant de la copropriété, et à nous de synthétiser les demandes individuelles de tous les copropriétaires, puisque le maître d'œuvre, s'il a affaire à 80 interlocuteurs, je pense qu'il va s'agacer très vite. Muriel en parlait aussi quand on préparait un petit peu cette présentation. L'enjeu d'enclencher la dynamique, je trouve ça important. C'est vrai que vous faites beaucoup à votre cabinet, de réussir à présenter l'information de façon très synthétique avant de lancer le projet. En fait, alors moi je répète souvent une phrase, c'est que un bon syndic, c'est un syndic qui vous propose quelque chose. De grâce, ne lui répondez pas que c'est parce qu'il a un intérêt sur les honoraires travaux, puisque l'intérêt par rapport au temps passé n'est pas tout à fait dans les mêmes économies, mais un bon syndic, c'est quelqu'un qui est force de proposition. Et effectivement, j'en ai perdu le fil, on essaye de faire naître des petites graines, parce que d'abord, moi je fais partie de l'UNIS, et notamment au niveau de la commission rénovation et RSE, on a des envies de massification de la rénovation. On manque aussi d'architectes et de maîtres d'œuvre qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là et qui sont capables de les vulgariser en assemblée générale. Donc, dans nos missions, évidemment, on informe, on accompagne les gens, on organise et on pilote les études. Vous avez entendu parler des fameux DPE, des audits, des plans pluriannuels de travaux qui sont devenus maintenant des obligations pour les copropriétés. Alors au début, moi la première, je râlais sur tout ce catalogue de nouveaux textes qu'on allait vite ranger dans un tiroir, et finalement, on se rend compte que ça nous aide à faire germer des petites graines dans la tête des gens. Ils se disent « Ah oui, c'est vrai que l'immeuble ne va pas si bien que ça ». Et en présentant des rapports, ça fait naître des petites envies de rénovation un peu plus globales. Il y a également dans la posture du syndic, et je trouve ça important, on l'a déjà dit, mais l'incarnation du tiers de confiance. Oui, effectivement, parce que si c'est le syndic qui le dit, malgré les années, malgré les efforts, il y a toujours cette défiance. Donc, il vaut mieux prendre un interlocuteur extérieur au cabinet qui va parler d'abord de la qualité du bâtiment, des possibilités financières, puisque alors nous, chez Montcamus, ce qu'on a décidé de faire, c'est de présenter des travaux simples ou des travaux d'amélioration et de mettre dans la balance les aides. Et quand vous présentez à des copropriétaires le prix d'un ravalement, le prix de la réfection de la toiture, simple, sans amélioration de leur habitat, sans changement de leur étiquette énergétique, et en parallèle
avec les subventions, les aides et le coût finalement qui est un gap très court, hein, là vous faites naître là aussi des petites envies, mais sans le tiers de confiance, et on en a de plus en plus nombreux autour de nous et autour de ces sujets-là, on aurait encore plus de mal à y arriver, oui. Nantes Métropole joue parfois ce rôle-là, d'ailleurs c'est assez chouette. Citémétrie, hein, je ne sais pas s'ils sont aussi, là. Qui permet d'amorcer finalement et de lancer ces dossiers-là. C'est un rôle qui est important, parce que le maître d'œuvre sera toujours, pareil, taxé de défendre ses intérêts, défendre les travaux les plus ambitieux, parce que derrière, il se rémunère sur ses honoraires de travaux. En copropriété, je voulais un peu insister aussi sur la valeur ajoutée du maître d'œuvre en copropriété. On a toujours cette mission qui est propre à tous les métiers finalement, concevoir techniquement un projet qui est adapté à la copropriété en l'occurrence, architectuellement qui va leur plaire, et il y a plein de choses différentes, il y a plein de copropriétés différentes qui peuvent avoir des envies aussi également différentes. Mais derrière, dans le cadre de la copropriété, on va devoir assurer des missions de communication qui sont assez longues, qui nécessitent du temps et qui sont tout à fait nécessaires pour assurer la réussite du projet. Je pense notamment à ces nombreuses réunions qu'il faut planifier, anticiper, préparer pour montrer à la copropriété les différents travaux qui doivent être réalisés. On parlait du sujet de la vulgarisation, il est décisif. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'on parle, quand on réalise et quand on rédige un cahier des charges pour une entreprise, on parle évidemment de menuiserie 416-4, avec tous les documents techniques qui vont bien avec. Avec une copropriété, quand on arrive en réunion, il n'y a pas de menuiserie, c'est une fenêtre. C'est aussi simple que ça. Mais derrière, face à vous, il faut l'avoir en tête, vous avez plein de personnes avec des compétences différentes et des expériences différentes, et il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc on a ce travail, ce double travail de vocabulaire, pédagogie, qui doit être réalisé systématiquement entre si on intervient face à une entreprise ou si on intervient en réunion publique. On a un enjeu également, et c'est assez décisif avec l'aide de l'AMO, de réussir à clarifier les coûts travaux. Face à vous, vous avez des copropriétaires, des personnes qui s'en fichent un peu de savoir si les travaux vont coûter 2,3 millions. Ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ça va leur coûter à eux après les aides. Et cette information-là, elle est décisive. On se retrouve, et on entend parler trop souvent de cas de figure où la copropriété arrive, se retrouve face à une situation où on lui demande de trancher pour des montants qui sont affolants, sans savoir précisément combien ça va leur coûter individuellement. Ça, c'est se projeter face à un mur, de façon assez certaine. On a besoin du coup aussi de donner tout au long du projet une vision globale de l'évolution du dossier. Donc on est sur des dossiers qui vont durer 1 an et demi, 2 ans parfois. Et on est obligé de donner des jalons aussi pour donner de l'information. On se retrouve à travailler avec les syndics, on se retrouve à travailler avec une commission de travaux et un conseil syndical qui sera informé évidemment. Mais la copropriété, c'est parfois 100, parfois 200 personnes, une fois parfois 730 personnes. Il fallait que tout le monde ait un peu son information au moment où il souhaitait l'avoir. Donc se pose la question des outils qu'on peut mettre en place en face et du dimensionnement de la pédagogie qu'il faut prévoir. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, si, il y a quelque chose d'important que je trouve drôle aussi. Le maître d'œuvre va travailler avec un syndic et les méthodes des syndics et les méthodes des maîtres d'œuvre ne sont pas systématiquement les mêmes. Ah ben non, ça ce serait trop facile. Ce serait tellement bien. Et vous passez d'une copropriété, alors déjà d'une copropriété à une autre, bon, tout est radicalement différent. D'une ville à une autre, les aides ne sont pas les mêmes. Et d'un copropriétaire à un autre, les envies ne sont pas les mêmes. Entre ceux qui veulent le minimum, ceux qui veulent envisager la surélévation pour revendre des mètres carrés au-dessus du toit, forcément pas le sien, mais plutôt celui du voisin. Je vous fais un peu sourire, mais c'est vraiment ça. Donc on a tout ça à mettre en place, sans savoir vraiment combien ça va leur coûter et combien de fois on peut entendre en assemblée générale, bah oui, vous nous faites voter des études, mais on ne sait pas combien les travaux vont coûter. Bah non, moi j'ai pas encore acheté ma petite boule de cristal, je l'ai commandée pour Noël là, mais en fait dans la tête des gens, et c'est pas pour me moquer, on a tout ce travail de pédagogie que, évidemment que non, on n'a pas le prix des travaux avant de faire les études et avant de faire les appels d'offres.
Et sauf que ils ont l'impression de devoir s'engager sur des études sans en savoir vraiment combien ça va coûter. Et on ne peut pas les douaner, enfin, on peut pas les grogner pour ça. Hein. Alors, on a mis en place, nous aussi, et là, il y a un nouvel emprunt collectif CoPro qui vient de sortir, un engagement automatique, on va dire. Donc là aussi, on fait de la pédagogie et on disait le prix global des travaux, ils s'en fichent. Le prix individuel par logement, ça commence à les intéresser, mais le prix mensuel qu'ils vont régler sur les 10 prochaines années, là aussi, c'est une carte de plus, c'est une petite coche de plus. On voit bien dans les lueurs, ils se disent, bon, ça va, ils sont pas trop vilains. Chez Montcamus, finalement, ça va me coûter que 100 € par mois pendant les 10 prochaines années. Enfin, on a tous ces outils-là à mettre en place. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas le métier numéro 1 d'un syndic. Hein. Il y a beaucoup de syndics qui disent « Oh non, moi, j'y vais pas, c'est chronophage, je vais me mettre la copropriété à dos ». Nous, on y croit parce que on voit bien les dérèglements climatiques, etc. Et quand j'entendais la conférence de tout à l'heure, je digresse un peu, mais il y a un sujet qu'on n'aborde jamais dans les rénovations, il faudra le noter, c'est la gestion de l'eau, en fait. Ça, moi, j'en ai encore jamais entendu parler dans aucun des dossiers. C'est le fameux périmètre de travaux et la préparation des différents projets qui doivent être réalisés au cas par cas. Important donc du coup de savoir qui fait quoi. C'est bête, hein, mais parfois le syndic, parce qu'il est très impliqué, va réaliser beaucoup de tâches qui ne seront donc pas à prévoir par le maître d'œuvre. Des fois c'est l'inverse, pour des sujets de temps, des sujets de compétences, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que pour chaque projet, tout soit prévu. Donc du dialogue, de la discussion avec les différents interlocuteurs. Donc de la préparation, réussir à mobiliser, c'est aussi donc, décisif, hein, prévoir ces réunions, organiser ces commissions de travaux pour que l'information circule et que les décisions soient prises au bon moment. Expliquer simplement, je l'ai expliqué également, réussir à vulgariser nos informations et le vocabulaire qu'on doit transmettre. Et puis au niveau des leviers, on insiste également, et c'est important, l'élan à lancer, cette capacité à projeter le projet et à le mettre sur de bons rails, et ça le plus tôt possible. Exactement. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de cadrer le juridique, puisque là, on parle beaucoup de travaux, argent, mais le juridique, c'est ultra important. Toutes les délibérations ne se prennent pas aux mêmes majorités. Les délais de contestation sont aussi à prendre en compte, parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'en cours de chantier d'avoir une petite procédure pour l'annulation de l'Assemblée générale. Si le juridique n'est pas calé, vous avez beau avoir fait du mieux possible, de toute façon, tout est à l'arrêt. Sauf qu'entre les copropriétaires qui achètent, qui vendent, il y en a qui ont acheté dans un projet ou dans un immeuble où les travaux ont été votés. Donc vraiment sur le cadre juridique, si des gens veulent se lancer, même une petite consultation d'avocat sur les rédactions des résolutions, quand le syndic n'est pas très habitué, c'est un sacré plus. Ouais. On a essayé de prendre 2-3 exemples de projets alors qu'on n'a pas en commun, mais qu'on a réalisé moi en tant que maître d'œuvre et Muriel en tant que syndic. Hein. Ce projet-là, je voulais vous présenter, il est marrant. C'est un projet qu'on a récupéré, tout simplement, en phase de conception, qui techniquement, très honnêtement, était très simple. Très simple. Une isolation thermique par l'extérieur, quelques changements de garde-corps, une réfection de voiture. Très concrètement, l'information et la conception du projet n'étaient pas complexes. Par contre, le maître d'œuvre qui s'occupait de ce dossier-là avait fait un choix étonnant de ne jamais s'entretenir avec la copropriété. C'est-à-dire qu'il s'est présenté en réunion d'assemblée générale, de vote des travaux, avec 2 devis d'entreprise, en disant voilà, ça va coûter 4 millions, oui ou non. Autant dire qu'il y a une levée de bouclier gigantesque sur le pourquoi, du comment, et moi je ne comprends pas, et mon DPE, etc. Un manque de communication criant qui a fait qui a fait retarder le projet. Il a repris sa copie 2 fois, ça a duré 3 ans, c'était un calvaire. Donc là, en l'occurrence, c'était un syndicat, je crois que c'était Foncière en l'occurrence, est venu nous voir, on a récupéré le dossier, on l'a recalé techniquement, franchement, assez rapidement, et on a surtout organisé une série de plusieurs réunions pour discuter des aides, pour discuter des restes à charge, pour s'accompagner d'un AMO qui a pu faire les calculs d'ingénierie financière, et pour que tous les copropriétaires puissent poser toutes leurs questions avant de se retrouver en assemblée générale pour prendre une décision. Encore une fois, on se retrouve également dans des situations où on croit que les personnes vont prendre leur décision sur un investissement à 20 000 € lors d'une assemblée générale. Ce n'est pas vrai, ils l'ont pris avant. Les décisions sont prises avant ces moments-là.
il faut que les personnes aient l'information au bon moment. Donc, redonner la confiance à travers une information à plusieurs étapes, une formation qui soit personnalisée. Et puis, il y a un autre exemple que je voulais vous montrer personnellement, qui est une rénovation fleuve dans l'ouest parisien, une rénovation de 733 logements quand même, où là, pour le coup, on parlait du nombre de résolutions qui sont donc réglementées, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter, quand dans le règlement de copropriété, on doit générer un vote par bâtiment, on n'a pas le choix, c'est la règle, c'est la loi. Sinon, on prend le risque d'une contestation. On avait plusieurs lots de travaux, ça nous amenait techniquement à 343 résolutions de vote. Donc face à 700 personnes, autant vous dire que là, l'objectif initial, c'était une assemblée générale qui commençait à 7-8 heures le matin, en espérant terminer avant la nuit. C'était pas sûr. Mais en réfléchissant, on a essayé de trouver plusieurs leviers. Déjà, on a réussi à travailler avec sur plusieurs réunions préalables pour réussir à mobiliser les personnes pour leur dire « votez par correspondance, ça ne sert à rien, vous allez vous embêter pendant 10 heures, ne venez pas en assemblée générale, prenez votre décision avant ». Et on a aussi travaillé avec une société qui mobilise et qui utilise des boîtiers électroniques pour le vote et qui a été capable, à travers un petit logiciel qu'elle a mis en place, de faire réaliser 18 votes en simultané. C'est-à-dire que tout le monde votait pour le ravalement de façade en même temps. On a divisé par 18 le nombre de résolutions. On a gagné 8 heures. Communication, un petit peu de jugeote, un peu de technique, et finalement on arrive à gagner du temps et à réussir à faire voter un projet comme ça. Un autre exemple nantais, cette fois, que le cabinet a suivi, parce qu'on parle toujours des rénovations dans les très grands immeubles. Mais moi, je voulais aussi dire, alors on sait faire évidemment dans les très grands logements, là on a 2 rénovations en cours dans les très grands immeubles, mais il ne faut pas oublier les petits bâtiments. Et forcément, les coûts sont un peu plus importants pour les copropriétaires, mais avec les aides, ça c'est l'immeuble La Pelleterie à Nantes. 715 000 € de travaux, 259 000 € d'aide. Voilà, c'est significatif. Donc les restes à charge restaient quand même copieux mais raisonnables et on a monté des emprunts collectifs. Pour la petite parenthèse, qui ne sont pas les copropriétaires ne sont pas solidaires entre eux. Et le vote a été pris à la quasi-unanimité. Donc voilà. On a quand même parlé de beaucoup de problèmes, tout ça pour dire que ça fonctionne, ça marche, on sait faire. On aimerait quand même un petit peu de stabilité sur tout ce qui nous entoure au niveau politique, mais c'est un exemple d'une petite copropriété qui a bien fonctionné. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. On peut vous applaudir.